Les enfances de Tristan. Seigneur, aimeriez-vous entendre une belle histoire d'amour et de mort, celle de Tristan et d'Iseult la reine? Écoutez bien, comme ils s'aimèrent dans la joie et la souffrance, puis en moururent en un même jour, lui par elle par lui. Il y a bien longtemps, sous le règne du roi Marc, des ennemis ravageaient la Cornouaille. Rivalin, le roi de Launois, traversa la mer pour porter secours à ce dernier. En récompense de sa bravoure et de sa fidélité, Marc lui offrit sa sœur, Blanchefleur. Rivalin l'aimait passionnément. Il en fit son épouse au moutier de Tintagel. Peu de temps après, il apprit que le duc Morgan, son plus vieil ennemi, dévastait impitoyablement ses terres. Rivalin rejoignit en hâte son pays, accompagné de Blanchefleur, alors enceinte. Dès qu'il fut en Launois, il confia la reine, son épouse, à son fidèle et loyal maréchal Rouault. Puis il partit en guerre avec ses barons. Blanchefleur l'attendit longtemps, très longtemps. Il ne revint jamais. Elle apprit qu'il avait été tué par le duc Morgan. Elle devint pâle, cessa de se nourrir et finit par mourir de chagrin le jour même où elle mit au monde un fils. Elle le nomma Tristan en raison des funèbres circonstances de sa naissance. Rouault recueillit l'orphelin et le fit passer pour son fils afin de le protéger des ennemis de son père. Il le confia aux bons soins d'une nourrice. Jamais on ne vit enfant si facile, si gracieux et si avenant. Très vite, il devint fort, beau, intelligent et aimable. À 7 ans, il savait lire et écrire comme un clerc. On lui enseigna également tout ce qu'un homme riche, appelé à vivre à la cour, doit connaître. Tristan reçut l'enseignement de l'écuyer Governal, qui devint son maître et son meilleur ami. Cet homme était grand, brun, avec des yeux brillants et un long nez. Il était franc, de bons conseils, habile et souple. Grâce à ses leçons, Tristan apprit à chevaucher, sauter, nager, courir, manier l'écu et la lance. Il apprit aussi les diverses sortes d'escrime, l'art de la vénerie, mais aussi les usages de la courtoisie et les principales vertus des hommes droits, l'honneur, la fidélité, le courage, la bonté et la modération. Il apprit enfin à détester l'oisiveté, le mensonge et la trahison. À 12 ans, Tristan savait reconnaître l'excellence d'un bon cheval à la longueur de son encolure ou à la forme de son sabot. Il reconnaissait le caractère du cheval à la couleur de sa robe. Il connaissait les vertus d'un bon acier, les meilleurs bois pour faire des écus et des arcs, mais il excellait par-dessus tout en musique. Le chant et la harpe n'avaient pas de secret pour lui. Quand il eut 15 ans, Governal le prit à part et lui dit « Mon cher Tristan, tu es désormais un jeune homme accompli. Il ne te manque plus qu'une chose, rejoindre des terres lointaines et te faire accepter à la cour d'un duc ou d'un roi. Il y a beaucoup à apprendre des voyages, et c'est souvent le moyen de se distinguer, d'être renommé. Tu devrais demander à ton père adoptif de te laisser partir pour 1 an ou 2. » Tristan était d'accord. « Mon bon maître, vous avez deviné mes pensées. Il y a longtemps que j'ai envie de voyager. J'irai volontiers en Cornouailles, pays natal de ma mère, comme vous me l'avez appris. » Tristan alla trouver son père. « Mon cher père, lui dit-il, pendant 15 ans vous m'avez tenu lieu de père et de mère. Je resterai toujours votre fils dévoué, je vous dois tout. Vous m'avez nourri et instruit comme un fils de prince. Désormais, je voudrais aller servir 1 an ou 2 dans une cour étrangère pour mettre à l'épreuve tout ce que vous m'avez enseigné. » « Puisque c'est ton désir le plus cher, dit Rouault, va, parcours le monde, mon fils. Que Dieu te bénisse. » Rouault lui donna des vêtements, des armes, de l'or et un bon cheval. Tristan n'oublia pas sa harpe. Une foule de chevaliers, de bourgeois, de dames et de demoiselles le saluèrent à son départ. Beaucoup pleurèrent et certains l'escortèrent durant 3 ou 4 lieues. Tristan chevaucha jusqu'en Cornouailles. Quand il fut sur les terres du roi Marc, Tristan demanda son chemin à un faucheur qui menait une charrette de foin. Le paysan lui indiqua le couchant du soleil, en direction de la mer. Tristan chevaucha encore 2 jours et 2 nuits, puis, épuisé,
s'arrêta dans une prairie qui bordait une immense forêt. C'est alors qu'il entendit le bruit lointain d'une chasse. En lisière de forêt, un magnifique cerf déboucha. La meute et les veneurs suivaient sa trace. Les chiens de chasse se jetèrent sur la bête qui s'écroula à quelques pas de Tristan. Un chasseur acheva le cerf de son épieu. Tristan fut stupéfait de voir le maître veneur entailler largement la gorge du cerf comme pour la trancher. Il s'écria: « Mais que faites-vous? Peut-on découper si noble bête comme un porc égorgé? Est-ce une coutume locale ?» « Mon bon ami, » répondit le veneur, « pourquoi es-tu surpris? C'est en effet l'usage depuis les plus anciens veneurs de Cornouailles. Mais si tu sais mieux t'y prendre, montre-nous. » Tristan se mit à genoux et dépouilla le cerf avant de le découper. Puis il dépeça la tête et enleva, comme il convient, le mufle, la langue et la veine du cœur. Veneurs et valets étaient sous le charme d'une telle technique. « Ami, » dit le maître veneur, « ce sont là d'admirables coutumes. Où les as-tu apprises? D'où viens-tu? Quel est ton nom ?» Tristan révéla son identité, et le veneur l'invita à le suivre à la cour du roi Marc à Tintingelle. Quand ils arrivèrent au pied du donjon, les fanfares des veneurs attirèrent aux portes les barons et le roi. Après que le maître veneur lui eut conté l'aventure, Marc admira le cerf bien dépecé, la maîtrise des coutumes de vénerie, mais plus que tout, il admira le jeune homme étranger. Il était surpris d'éprouver une telle tendresse pour lui, mais c'était son sang qui parlait en lui, et l'affection qu'il avait jadis ressentie pour sa sœur, Blanchefleur. Le soir venu, quand les tables furent dressées, un jongleur s'avança et joua de la harpe. Tristan était près du roi. Alors que le harpeur s'apprêtait à jouer une nouvelle mélodie, il lui donna quelques conseils. Le musicien lui répondit: « Que connais-tu de la musique? Si tu sais jouer, lève-toi, prends cette harpe et montre ce que tu sais faire. » Marc admirait le harpeur venu de ce pays de l'Aunois, où jadis Révalin avait emporté Blanchefleur. Quand Tristan eut terminé son chant, le roi se tut longuement, puis dit: « Béni soit le maître qui fit ton éducation, et béni sois-tu. C'est pour notre plus grande joie que tu es venu ici. Reste longtemps près de moi, mon ami. »« Volontiers je vous servirai, sire, » répondit Tristan, « comme votre harpeur, votre veneur et votre homme lige. » Et c'est ainsi que durant 3 années, une mutuelle affection grandit dans leur cœur. Tristan suivait Marc au play et à la chasse. Les barons l'appréciaient beaucoup, notamment Dinas de Lidan, comme vous le verrez plus tard. Mais Tristan était triste d'avoir quitté Rouault, son père, et Governal. De son côté, Rouault languissait de ne pas revoir Tristan. Il partit à sa recherche, et, après avoir longtemps erré en mer, il retrouva son fils et montra au roi l'escarboucle qu'il avait jadis donné à Blanchefleur comme cadeau nuptial. Il lui révéla le lien de parenté qui l'unissait à Tristan. Ce dernier fut adoubé par le roi. Devenu chevalier, il retourna en Launois, où il vengea son père et récupéra ses terres. Et il les confia à Rouault et retourna servir à la cour du roi Marc, accompagné de Governal.